Suite aux vagues successives de réformes touchant l'assurance chômage, quelle est la situation actuelle des chômeurs en France ? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Rémi Giemza, juriste et ancien salarié de Pôle emploi. Bonjour Rémi. Bonjour à vous. Dans une interview accordée aux Échos en décembre 2022, Jean-Louis Walter, qui est médiateur national de Pôle emploi, a affirmé que l'assurance chômage est en train de changer de logique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette nouvelle logique ? Oui, avec plaisir. En réalité, il faut partir d'un principe assez simple, selon lequel Pôle emploi a un rôle prépondérant d'assureur. Je ne dis pas que c'est son seul rôle, évidemment, il a plein de rôles particuliers, mais le rôle principal, c'est celui de l'assureur. C'est un assureur qui indemnise traditionnellement du préjudice de la perte effective d'emploi et qui assujettit le versement de ses prestations à un certain nombre d'obligations, comme d'être à la recherche effective et permanente d'un emploi. Cet aspect d'assurance, il est également traduit dans les cotisations que payent les assurés sociaux. On a traditionnellement un certain nombre de retenues sur les bulletins de salaire des salariés essentiellement, qui permettent de financer les 3 assurances publiques françaises, la retraite, la santé et le chômage. Ça, c'est un dispositif qui était juridiquement cohérent. Je suis juriste et il est vrai que pour nous les juristes, la sémantique et les mots comptent. Ça n'est pas un hasard si aujourd'hui on parle d'assurance chômage encore. Il y a bien une logique de les salariés cotisent en contrepartie de quoi, dans la mesure où ils vivent un préjudice de perte d'emploi, ils ont accès à cette assurance pour laquelle ils cotisent. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que dès le mois d'octobre 2018, dans l'indifférence générale, le gouvernement a décidé de supprimer la cotisation directe sur l'assurance chômage. Si chacun prend un bulletin de salaire de septembre 2018, d'octobre 2018 et de novembre 2018, cette personne pourra réaliser qu'en effet, les 2,4% de cotisation mensuelle à l'assurance chômage ont disparu. C'est d'ailleurs une pratique un peu étonnante. En tout cas, moi, elle m'avait beaucoup surprise à l'époque parce que, en réalité, on a le sentiment qu'il y avait quelque part l'organisation. Il fallait préparer le terrain de la réforme de l'assurance chômage qui a introduit la dégressivité en juillet 2019, quelques mois après. Et donc, à partir du moment où vous n'avez plus de cotisation directe à l'assurance chômage, on peut plus véritablement parler en ces termes. Mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est que on a une association nationale qu'on appelle l'UNEDIC, que tout le monde connaît. D'ailleurs, j'invite les personnes qui sont intéressées par ce podcast à se rendre sur le site de l'UNEDIC. Il y a des productions écrites et des rapports qui sont extrêmement bien faits. Mais cette association, elle a pour rôle de rassembler les différents partenaires autour de la question du chômage et de discuter des textes applicables dans le cadre d'une très grande parité. Tous les bords politiques, tous les syndicats sont invités. Et en réalité, cette association, elle a été créée pour, je dirais, faire barrage à des gouvernements, quels qu'ils soient, de tous bords, et qui pourraient faire obstacle, en fait, au bon, je dirais, au bon déroulement de la procédure, dans le sens où ce mécanisme de cotisation et de redistribution ne pourrait pas faire l'objet d'abus de la part de gouvernements qui seraient, je dirais, qui s'accapareraient de ce sujet sans en maîtriser en fait les tenants et les aboutissants. Donc la volonté en fait de mettre en place un dispositif autonome, j'entends par là d'une autonomie du pouvoir en fait en place et des aléas des gouvernements en place, c'était quelque chose qui était très fort. Mais en réalité aujourd'hui il y a une menace très forte sur ce système. Le pouvoir syndical n'a pas véritablement voix au chapitre maintenant, je crois qu'on peut le dire comme ça, sur les négociations de l'assurance chômage. On l'a vu avec l'entrée en vigueur donc de la première réforme du chômage du gouvernement actuel où il y a eu quelques recours devant le Conseil d'État qui ont tous été annulés et finalement la réforme est passée et où on pratique aujourd'hui beaucoup le 49.3 pour éviter en fait au fond toute discussion. Donc le changement est réel. On n'est plus dans la même logique à la fois de financement et de discussion de l'assurance chômage et du chômage en France aujourd'hui. Vous avez parlé de réforme et j'aimerais justement évoquer avec vous le projet de décret qui a été annoncé par Elisabeth Borne fin novembre 2022 et
Elle a aussi annoncé début janvier 2023 qu'elle voulait revenir en partie en tout cas, sur ce projet de décret. Quel est initialement ce projet et qu'est-ce qui change et pourquoi il y a eu ce recul de la Première ministre? Alors d'abord, ça c'est un point qui est important, quand même il faut le dire, on n'est pas sur une réforme, mais on est sur 4 réformes de l'assurance chômage en 2 ans. On a d'abord introduit donc un principe de dégressivité des allocations qui ne touche que certaines catégories de demandeurs d'emploi, au demeurant pas nécessairement extrêmement fortunés. La dégressivité s'est essayée entre guillemets d'une entrée en vigueur donc au 1er juillet 2019, puis elle a été reportée de nombreuses fois à cause du Covid. On a ensuite une réforme qui est entrée en vigueur et qui a consisté à complètement changer les modes de calcul de l'allocation de retour à l'emploi, qui est aujourd'hui le premier produit d'assurance chômage versé par Pôle emploi. Et on a aujourd'hui, demain, l'entrée en vigueur d'une énième réforme qui consiste maintenant à réduire la durée des droits au chômage. Pôle emploi se pose 2 questions, schématiquement, pour distribuer le chômage. Combien et pendant combien de temps? On a donc un gouvernement qui a réformé le combien 2 fois, une dégressivité et des modes de calcul nouveaux, et puis le pendant combien de temps, donc maintenant, va être attaqué dès demain. Et on a l'impression que c'est un petit peu terminé, en tout cas c'est ce qu'on pouvait espérer sur ce sujet, mais il va de nouveau y avoir une discussion des textes en vigueur au 1er janvier 2024, dans moins d'une année maintenant, le chômage va de nouveau être réformé. Quant à on va dire au rétropédalage de Madame Borne, en réalité je sais personnellement pas trop quoi en penser. Ça me fait simplement sourire parce que le gouvernement a souvent rétropédalé dans ses réformes. Je crois qu'on peut dire également que quelque part il s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Souvenez-vous, quand il a fallu lancer la première réforme de l'assurance chômage, le Conseil d'État avait d'abord invalidé une partie de la réforme parce qu'elle était discrétionnaire et tout simplement pas légale. Et puis il y a eu d'autres changements. Et puis il y a eu encore une fois des jeux en arrière et des jeux en avant sur la question de la discussion des textes de l'assurance chômage. Et le gouvernement a s'est un peu, je dirais, fait passer pour un gouvernement d'amateurs, en tout cas de personnes qui ne maîtrisaient pas ce sujet. Donc cela me fait sourire. Je me demande également, je pense qu'il faut pas être trop paranoïa, mais je me demande également si l'introduction dans le décret qui imaginait une réduction de la durée du chômage de quasiment la moitié, en fait c'était 40%, n'avait pas été un fait exprès pour permettre de faire passer l'autre volet qui permettait de réduire la durée des droits au chômage in fine. Mais en fait, vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est l'originalité de la démarche, je dirais, et cette espèce d'aspect magnanime d'aller rechercher des points de droit pour réduire en fait les droits au chômage et réduire d'une manière générale la protection sociale comme on le voit maintenant avec la retraite. Donc si je comprends bien, ces multiples réformes ont pour finalité cette réduction du droit à l'assurance chômage? Oui, je vous donne un exemple très clair. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on calcule le chômage, quand Pôle emploi se pose la question du calcul du chômage, il y a 2 questions, combien et pendant combien de temps? Traditionnellement, jusqu'au 1er octobre 2021, donc il n'y a pas si longtemps, on calculait le chômage sur les 12 derniers bulletins de salaire. On ne prenait en compte que les 12 dernières rémunérations qui précédaient la fin de contrat de travail ou l'entrée en procédure de licenciement. Et ça, si vous voulez, moi, quand je suis rentré chez Pôle emploi, quand j'ai travaillé chez Pôle emploi, ça fait partie des premiers piliers qu'on m'avait appris. Enfin, c'était un dispositif qui était présent sans doute depuis des dizaines d'années. Eh bien, maintenant, on calcule le chômage sur 2 ans pour les personnes qui ont en dessous de 53 ans lorsqu'elles quittent leur emploi, lorsqu'elles perdent leur emploi, et sur 3 ans lorsque l'on a plus de 53 ans. Il y a même en ce moment une extension Covid qui permet à Pôle emploi de calculer le chômage sur 3 voire 4 années. Et c'est intéressant ce dispositif parce que on peut lire ce texte et lire cette règle comme la volonté d'aller rechercher des rémunérations moindres. Normalement, lorsqu'on suit une évolution professionnelle salariée, on fait l'objet d'augmentations régulières de sa rémunération. Le SMIC, par exemple, est techniquement augmenté chaque année. Donc, si vous calculez le chômage sur la dernière année, vous prenez donc par défaut en compte la meilleure année de rémunération.
dans la globalité, j'entends des choses. Par contre, si vous commencez à aller rechercher des rémunérations plus anciennes sur 2, 3 ou 4 ans, vous comprenez qu'on va intégrer dans l'assiette de calcul du chômage des rémunérations réduites pour réduire d'une manière générale la durée du chômage et les montants en tout cas. Et est-ce que ces réformes, selon vous, améliorent le marché du travail ou la situation des chômeurs ? Alors, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. La situation des chômeurs, c'est un sujet qui est délicat. Tout dépend de la catégorie socio-professionnelle des personnes. Vous avez justement sur le site de l'UNEDIC des rapports financiers qui expliquent que la plupart des chômeurs de longue durée sont des personnes qui n'ont pas eu accès à un niveau d'éducation suffisant et des personnes qui sont culturellement assez éloignées de tout niveau d'études, en fait, au demeurant. Et ce sont donc celles qui, quelque part, ont le plus besoin de chômage dans la durée pour retrouver un emploi. Il y a aussi des disparités régionales, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais il n'y a pas d'amélioration. Sur ce sujet, je tenais à dire quelque chose qui m'émeut vraiment beaucoup. Actuellement, on a un pouvoir politique en place qui se targue d'avoir réussi à créer 1,5 million d'emplois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce chiffre. On sort comme ça un petit peu la boîte de Pandore, un chiffre magnifique. Mais en France, on a une institution qui s'appelle la DARES, la Direction de l'animation réglementaire et des études sociales, qui tient, mais j'ai envie de dire religieusement, des comptes sur le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi sans activité, les fameuses catégories A, B, C, D et E, et qui portent une autre nomenclature chez Pôle emploi. Et quand on se rend sur le site de la DARES et qu'on télécharge leur tableau, leur fichier Excel, tout simplement, on s'aperçoit que en France, depuis que l'étude de la statistique des demandeurs d'emploi est née, au 1er janvier 1996, nous avions 3 300 000 demandeurs d'emploi, les fameux 3 millions de chômeurs. Et aujourd'hui, alors en tout cas au 31 décembre 2022, en France métropolitaine, nous avions 3 millions et 31 000 demandeurs d'emploi. Donc en réalité, il n'y a pas eu de création d'emplois, il n'y a pas eu cette création de 1,5 million d'emplois. Simplement, en avril 2020, lorsque le pays a fermé, lorsque le monde a fermé à cause de la crise Covid, on était passé grosso modo de 3,5 millions de chômeurs à 4,5 millions de chômeurs. Donc, il y a juste aujourd'hui, je dirais, un retour à la triste normalité du système. On est toujours un pays qui vit de ces 3 millions de chômeurs. Certains pourraient dire oui, mais il y a un vrai progrès puisque, contrairement à 1996, la population française a grandi. Et donc, si on reste sur le même nombre de chômeurs, quelque part, le chômage a baissé. Mais il y a une précarité derrière, c'est ce fameux halo sur le chômage qu'on peut difficilement quantifier. On a par exemple aujourd'hui 1 million d'auto-entrepreneurs en France qui gagnent en moyenne 868 € par mois. Et puis on a également de nombreux contrats aidés. François Hollande avait mis en place un dispositif qui permettait aux entreprises de se faire payer une partie des charges sociales et des salaires par l'État quand il s'agissait d'embaucher des jeunes et des seniors. Le gouvernement qui est arrivé en place a crié au scandale en expliquant que ça coûtait une fortune et on a remis exactement, peu de choses près, la même chose en place avec un jeune, une solution, qui est un dispositif où l'État met la main au portefeuille pour payer une partie des salaires. Donc en réalité, vous enlevez le système de l'auto-entreprise, vous enlevez le système du salariat financé par l'État et on est aujourd'hui autour de 4 à 5 millions de personnes soit sans activité ou en tout cas dans une très grande précarité. Et il n'y a pas, en fait, malheureusement, pour moi c'est une déception très grande, il n'y a pas de vrai net retour à l'emploi ou en tout cas une vraie amélioration en matière d'emploi en France. En revanche, il faut quand même reconnaître au président de la République, et ça c'est vraiment à porter à son crédit sur ce sujet, c'est indéniable. Il est un président qui a réussi à donner la confiance aux entreprises et aujourd'hui, en matière de recrutement, certains secteurs d'activité sont réellement en très grande tension. On peut, c'est vrai, avec beaucoup d'énergie, il ne s'agit pas simplement de traverser une rue, mais on peut trouver du travail quand même aujourd'hui en France. Encore une fois, il faut faire attention en disant ça, puisque tout dépend de son niveau d'études et de tout un tas de critères. Mais il y a une vraie tension dans le marché du travail, donc des entreprises qui peinent réellement à recruter. Donc on est
On est face à un président qui est extrêmement intelligent. Je pense que personne ne peut sérieusement contester la grande intelligence de ce président. En revanche, ce que je lui reproche un peu, c'est ce trafic de chiffres et puis surtout cette casse qu'il fait vis-à-vis du chômage et des chômeurs. 4 réformes en 2 ans, ça devient presque ubuesque. Est-ce qu'on peut pas penser un peu à autre chose que à ce sujet? Et ça m'amène 2 questions, en fait, cette situation. Cette multiplication des réformes, est-ce qu'elle traduit pas une certaine animosité envers les chômeurs? Et ensuite, est-ce que si ces réformes n'améliorent ni le marché du travail, ni la situation des chômeurs, à quoi servent-elles? Denis, merci beaucoup pour cette question. En fait, il faut se mettre à la place du président de la République et de ses ministres. On arrive, on est jeune, on a prôné pour se faire élire une nouvelle politique, une politique plus raisonnée, une politique plus, je sais pas, je manque de qualificatifs et de superlatifs. Et finalement, on se retrouve confronté aux réalités de ce pays, qui est assez immuable, il faut le reconnaître. Bon, j'aime pas parler de Gaulois réfractaires, mais c'est difficile de changer les choses. L'un des vrais sujets, par exemple, c'est celui, on en parlera, je l'espère, de l'employabilité des seniors. J'accompagne de nombreux avocats aujourd'hui en droit social sur la question du chômage et du droit de l'assurance chômage public. Et systématiquement, on me confie des dossiers de personnes qui ont connu un burn-out, une mise au placard et des difficultés selon qu'elles vieillissaient. Mais en fait, un gouvernement qui naît doit essayer de faire croire qu'il fait quelque chose. Et pour moi, ces réformes, elles ont une seule utilité, c'est pas de sauver le système de protection sociale. Je pense que il est pas prêt de disparaître, notre système de protection sociale, mais c'est de faire ce que j'appelle du marketing politique. Et en ce sens, c'est vraiment une grande déception. Moi, je vous le dis, voilà, en toute transparence, j'avais mis beaucoup d'espoir dans le président de la République que l'on a actuellement. Je me suis dit, tiens, on a quelqu'un qui va avoir vraiment une vision très différenciée de ses pairs et qui va en plus mener une politique nouvelle et agressive dans un sens positif. Et j'ai vraiment cru au plein emploi. Mais en réalité, on a le sentiment que, je vous parlais de se prendre les pieds dans le tapis tout à l'heure, mais que, en fait, l'ultime échec, et on ne sait pas, il reste encore au moins 4 ans, c'est celui justement du plein emploi qui n'arrivera pas, mécontent d'avoir véritablement rendu les Françaises et les Français heureux parce qu'ils ont un travail et notamment un emploi dans lequel ils se sentent bien. Les chiffres ne reculent pas, on est toujours dans autant de difficultés. Et finalement, il a appliqué une bonne politique traditionnelle qui consiste à casser le chômage et à casser la protection sociale, à taper en fait dans le portefeuille des personnes les plus modestes. Et ça, j'avoue que c'est une situation et une gestion politique de repli qui est tout à fait émouvante pour moi. Le journal Le Monde titrait aujourd'hui La chasse aux chômeurs, l'autre régression sociale du macronisme. J'aime beaucoup en fait ce titre. On est pour l'instant en réalité, ces réformes démontrent un échec en réalité en matière de politique de l'emploi. Vous parlez justement de politique agressive. C'est un petit peu l'impression que j'ai qu'il y a une sorte de violence qui est exercée à l'encontre des chômeurs, que ce soit dans ces réformes et ce qu'elles peuvent signifier, ou que ce soit également dans ce qu'on sous-entend avec ces réformes, en réduisant l'assurance qui est versée, ou en réduisant la période sur laquelle sont versés ces montants. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a une vision très négative des chômeurs de la part du gouvernement, comme s'ils peuvent considérer comme des assistés ou des feignants, des personnes qui ne veulent pas travailler? Merci également pour cette question. Vous l'aviez un petit peu, en effet, posée tout à l'heure. En réalité, le gouvernement a pu s'engouffrer dans la brèche des réformes du chômage parce que le chômage n'intéresse personne. Et en réalité, le gouvernement n'aime pas les chômeurs, mais les Français non plus n'aiment pas les chômeurs. On a une opinion qui est totalement fausse en France du statut de chômeur, mais vraiment extrêmement fausse. Les profiteurs, des gens qui seraient effectivement confortablement installés dans une situation vraiment, entre guillemets, encore une fois, confortable. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un formateur chez Air France qui me disait, vous savez, c'est très dur aujourd'hui de garder le personnel. On me dit souvent, je suis bien content, je suis au chômage, je gagne plus qu'en travaillant tout en ne faisant rien et en restant chez moi. On est rempli de clichés sur le chômage et je fais encore une fois confiance à l'intelligence du président de la République pour bien l'avoir perçu. C'est pour ça qu'il en a profité dans une recherche globale d'économie. On a tapé sur ce qui était le plus facile à faire dans un premier temps. Et donc, cette idée est totalement fausse.
Aujourd'hui, on a 54 000 personnes qui travaillent chez Pôle emploi, notamment pour 915 agences et presque 5 millions de personnes inscrites. Sur ces 5 millions de personnes inscrites, 1 million de personnes sont indemnisées. Une partie d'entre elles, un petit peu plus de 2 millions, une partie d'entre elles cumulent un emploi avec un tout petit morceau de chômage. C'est une sorte d'incitation pour accepter et permettre aux personnes de reprendre un emploi qui n'est pas bien rémunéré et pour leur permettre quelque part de repartir. Et le chômage en France est un revenu moyen de 1 100 € par mois. J'ajoute à cela que sur le site de pôle emploi.org, on a pu voir le mois dernier que la durée d'inscription moyenne d'un demandeur d'emploi en France, c'est 8,5 mois seulement. Donc une durée longue, 2 ans, 2 ans et demi ou 3 ans de chômage, c'est quelque chose qui est relatif. Rares sont les personnes qui utilisent leur chômage jusqu'au bout. Donc sur ce premier cliché du chômeur qui profite jusqu'au bout de son chômage, on s'aperçoit qu'il y a des données quand même totalement antinomiques. Quelqu'un qui a accès à 3 ans de chômage, qui reste inscrit pendant 8 mois et demi, c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ce quelque chose qui va pas, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Dans une écrasante majorité d'entre eux, les demandeurs d'emploi perdent, lorsqu'ils sont au chômage, un revenu conséquent. Mais la perte est tellement importante que souvent, le chômage, tout seul, ne permet pas de couvrir les charges. Du fait des règles de calcul qui existent aujourd'hui, on a 6 opérations pour calculer l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, et quelqu'un qui gagne, par exemple, concrètement 2 000 € par mois, ne va gagner au chômage que quelque chose comme 1 500 ou 1 600 €. Vous allez me dire, c'est déjà beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on peut vivre avec un revenu où on s'habitue à avoir 2 000 € par mois quand on a 500 ou 600 € de moins par mois? C'est pas possible, d'autant plus qu'il faut ajouter à cette logique financière les carences qui arrivent quand on s'inscrit à Pôle emploi. Dans la plupart des cas, on n'est pas indemnisé tout de suite, il n'y a pas d'indemnisation automatique. Et puis dans un exemple qui est pour moi encore plus flagrant, je défends tous les demandeurs d'emploi, ceux qui sont dans des difficultés humaines et matérielles profondes, mais également nos cadres et dirigeants, parce que les cadres dirigeants, ce sont eux qui, avec leurs cotisations, cotisent le plus pour faire vivre la France. Les Échos disaient notamment que dans la caisse du chômage, les cadres dirigeants finançaient le chômage à la hauteur de 45% et ne le sollicitaient qu'à la hauteur de 4%. Eh bien, on a en France aujourd'hui un maximum qui peut être choquant aux yeux de certaines personnes, qui est de 7 000 € par mois net de chômage avant impôt. Quand on a ce montant-là, ça veut également dire qu'on avait un salaire net avant qui était de l'ordre de 10 000 €, donc on perd 3 000 € par mois, mais ça veut également dire que l'on a versé à l'État français plus de 100 000 € de cotisations, et je vous parle même pas des impôts, par an. Les personnes que j'accompagne qui sont dans cette situation-là, dans la plupart du temps, en fait, quand on fait un petit calcul, elles ont versé plusieurs millions d'euros pour la France, pour le bonheur de notre pays. Donc 7 000 € par mois, ça peut paraître beaucoup, mais c'est une proportion du revenu. Eh bien maintenant, avec le gouvernement qui existe, quand vous êtes dans cette situation-là, vous arrivez au chômage, dans la plupart du temps, vous avez 6 à 7 mois de carence. Vous avez 7 000 € pendant 6 mois seulement, et ensuite il y a une dégressivité des allocations. Là, je vous avoue d'ailleurs que j'ai pas tout à fait compris le Conseil d'État sur ce sujet. C'est pas normal que certaines personnes se retrouvent avec une allocation réduite, alors que pour d'autres c'est constant. Donc en effet, le gouvernement n'aime pas les chômeurs, mais les Françaises et les Français, parce qu'on les a mal éduqués sur ce dispositif, n'aiment pas également les chômeurs, donc c'est parfait, autant en profiter en réalité. C'est une certaine vision, on va dire. Oui. C'est glacial, parce que moi qui ai vécu à l'intérieur de Pôle emploi, je peux vous dire que les situations dans la réalité sont dramatiques. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le chômage en France n'est jamais choisi, il est subi. Et les personnes qui nous écouteront, j'espère qu'elles seront nombreuses, j'espère que ce soir, ou en tout cas quand elles s'endormiront, elles auront bien cette idée en tête. N'importe qui, quel qu'en soit en fait, et quel que soit son statut, peut demain recevoir une lettre recommandée qui est en fait un courrier qui va annoncer l'entretien préalable à un licenciement. Et dans ces cas-là, on commence à changer son fusil d'épaule et à réaliser et voir qu'on a cotisé pour espérer avoir quelque chose. Personne n'est à l'abri du chômage. Moi, vous savez, chez les cadres dirigeants notamment, j'ai vu des personnes être détruites par ce dispositif. Un cadre dirigeant peut avoir jusqu'à 8 entretiens
avant de reprendre un poste. Et c'est normal, une entreprise qui dépense 50 000, 100 000, 200 000 euros de salaire dans une année doit faire attention. Donc, chaque demandeur d'emploi est un Français, est une Française, et chaque Française et chaque Français au chômage a ses propres difficultés, et elles sont réelles. Et c'est vrai que ça, on ne le met pas en avant, malheureusement. Pour conclure, j'aimerais évoquer une situation, celle des seniors, qui fait, je trouve, écho à l'actualité de l'assurance, non pas du chômage, mais de la retraite. Ils sont aujourd'hui très nombreux, les seniors, à terminer leur carrière par une période de chômage. Et ce que je souhaiterais savoir de votre part, c'est quelles sont pour eux les conséquences de cette réforme, à la fois du chômage et celle de la retraite qui est prévue. Merci encore beaucoup, Denis, pour cette question. Je vais pas être très sympathique à l'encontre de notre gouvernement, sans doute vous l'avez perçu, mais en réalité, moi je suis également contre la réforme des retraites pour, encore une fois, une vision très concrète et très financière. Aujourd'hui, on a une difficulté qui est importante, dans tous les cas, je dirais que, selon moi, ne serait-ce que moralement, il existe entre les Français et leur État un contrat social. Je paye des charges, je paye des impôts, en contrepartie de quoi, lorsque j'ai une difficulté sur ma santé, sur ma carrière professionnelle et en fin de carrière professionnelle, l'État va me couvrir tout ou partie de cette difficulté. Le contrat aujourd'hui est rompu et les seniors sont ceux qui souffrent le plus de ces questions. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a aujourd'hui 60% des seniors qui sont sans activité avant de prendre leur retraite. 60%, c'est un mal français. Les entreprises ne jouent pas le rôle, ne gardent pas les seniors jusqu'au bout, pour des raisons qui leur sont propres. On va pas faire état de ces raisons aujourd'hui, puis elles sont nombreuses et variées, mais le rôle de soutien en fait des seniors dans l'entreprise n'est pas assuré. Le Figaro titrait il y a pas si longtemps qu'il suffirait qu'il y ait 10 points de plus de seniors en entreprise. Donc les seniors normalement ont un salaire plus élevé, donc ils cotisent plus que les jeunes qui arrivent et ils payent notamment plus d'impôts. Donc il suffirait qu'il y ait plus de seniors en entreprise pour régler ce problème. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle prévoit là-dessus ? Elle prévoit un index de seniorité pour punir les entreprises qui font plus de 300 salariés, donc les limites sont quand même fortes, qui auraient quelque part trop de licenciements pour les personnes qui dépassent 59 ans. Rien n'empêche aux entreprises, pourquoi pas, de licencier dans ce cas-là à 58 ans. Le problème n'est pas résolu avec cet index de seniorité. Et donc la peine est triple pour les seniors, parce que quand ils entreront au chômage à compter de demain, ils auront d'abord leur période de carence sans indemnisation au chômage. Ensuite, pour certains d'entre eux, ça dépend de l'âge, il va y avoir une dégressivité des allocations et maintenant une durée du chômage qui est réduite d'un quart. Avant, on avait droit à 3 ans de chômage, maintenant ce sera 2 ans et 3 mois. Et vous aviez des seniors qui étaient dans une situation où le chômage pouvait permettre d'aller jusqu'à la retraite. Eh bien ça, c'est un dispositif de substitution de revenus quand même qui va disparaître malheureusement, et il n'y a pas de franc jeu de la part de ce gouvernement pour également défendre les seniors en entreprise. J'ai vraiment beaucoup de peine pour eux, j'en accompagne beaucoup. Le gouvernement, notamment dans sa réforme de l'assurance chômage, la deuxième, a condamné ce qu'ils ont appelé pudiquement la permittence, avant la contracyclicité. La permittence, ce sont toutes ces personnes qui vivent de CDD et de périodes de chômage et de reprise de CDD et de périodes de chômage. Il est vrai qu'il y a des abus sur ce sujet, ils sont mineurs. Je vous assure que là-dessus, j'ai pas rencontré de demandeurs d'emploi dans ma vie qui n'avaient pas le désir de reprendre l'emploi qui avait été perdu. Mais le problème, c'est que les seniors sont condamnés à cette contracyclicité. Quand vous avez 56, 57, 58 ans, on va plus vous proposer un CDI dans une entreprise, on va vous proposer des missions de plus ou moins courte durée, et entre ces deux missions, il va falloir vous contenter d'un chômage quand il y aura du chômage, malheureusement. Merci Rémi. Merci beaucoup, Denis. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré à l'assurance chômage. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram et à vous rendre sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.